sont encore trois, ils sont encore là. Les trois rafales français. Joris Daudet, Sylvain André, Romain Maillot. Les Français font 1-2-3. Léon Marchand qui est en train de passer Milan. Léon Marchand remporte son deuxième titre. Champion olympique avec un nouveau record olympique. Ça y est, c'est fait, Pauline. Après les désillusions de Londres, de Rio et de Tokyo, Pauline Ferrand-Prévot, championne olympique de VTT cross-country. C'est la 5e balle de match. C'est celle-là qui compte. L'équipe de France est double championne olympique. Oh, le truc délirant. Le Campus Sport Club, tous les mardis soirs, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Et bonsoir à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille. J'espère que vous allez bien. C'est Adrien Fédélion. On se retrouve évidemment comme chaque mardi soir jusque minuit pétante pour parler sport dans le Campus Sport Club. Campus Sport Club, saison 4, épisode 17. On commence à rattraper peu à peu Friends. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très, très bon. Pour m'accompagner ce soir, pour cette heure, à parler sport, à travers des résultats, des news, de l'actualité, même un jeu, à la fin, qui nous sera réservé rien que pour nous. Alexis, tiens, comment tu vas? Ça va super, et toi? Ça va? Alors, maintenant que tu découvres le grand studio, comment ça va? Je l'avais déjà découvert, mais franchement, c'est bien, hein. Ouais, il y a un peu plus de place. Il est beau. Il est beau. Et il y a des micros aussi ici. Ouais. Face à toi, ouais. Face à toi, deux qui étaient là la semaine passée. Donc eux, c'est sûr et certain, ils le connaissent déjà très très bien ce grand studio. Raphaël et Martin. Raphaël, comment tu vas? Je vais bien. Très habitué de ce studio, mais toujours aussi content d'y être. Et toi, Martin? Toujours aussi content d'être là, avec mon binôme Raphaël. Voilà. On est les deux numéros 9, en fait. Sachez, je l'annonce, je félicite Raphaël. Raphaël qui est le premier cette saison de mes chroniqueurs à réussir le Grand Chelem. Ah. Bravo Raphaël. Merci. Raphaël qui ce soir, avec les immanquables, complète le Grand Chelem. Il aura fait, à minima, toutes les chroniques principales de l'émission. Résultat, news immanquable, un portrait. Et même un moment nordiste. Et même en prime, un petit billet ou un truc en plus. Et en plus, c'est beau, hein. Je pense que ce soir, j'ai encore gagné le quiz, donc. Ah là là, il annonce tout en ça. En toute modestie. Voilà. Et alors, ça. Si je peux me permettre, tu m'as déjà battu dimanche soir. Là, je vais prendre la revanche. Ah, battu dimanche. Ah, ok. Ça invite même pas. Il est pour Marseille, je suis pour Angers, donc. Martin, on retient, il nous invite pas. Ok. On retient. Ils font des quiz dans leur coin, ils proposent pas. Très bien. Eh ben, écoutez, on va démarrer comme chaque soir. Débutons cette émission, avec les résultats qui vont nous être comptés à l'instant par Alexis. Pour bien commencer l'émission, retour sur les performances sportives de la semaine. C'est l'heure des résultats dans le Campus Sport Club. Et quand on pense qu'elle est terminée, qu'on en a fini avec, elle revient au galop. C'est la Ligue des Champions ce soir. Petite grande nouveauté avec les barrages allés, Alexis. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous. Et oui, ce soir, c'était les 16e de finale de la Ligue des Champions pour la première fois avec cette nouvelle formule. Donc, en premier match ce soir, c'était Brest-PSG, l'affiche franco-française de cette soirée. Le Brest recevait le Paris Saint-Germain en Rodouro à Guingamp. Score final 3-0 pour le PSG avec un but de Vitinha sur penalty et un doublé du Parisien en forme, Ousmane Dembélé. Les Parisiens, ils prennent une grosse avance sur le match retour la semaine prochaine. Bon, on part sur l'autre grosse affiche de la soirée. Le City de Guardiola recevait le Real de Madrid d'Ancelotti. Après un premier quart d'heure dominé par le Real, c'est bien City qui ouvre le score grâce à Erling Haaland à la 19e minute après une superbe action collective. Le score, il ne bougera pas avant la mi-temps et à la 60e minute, Kylian Mbappé permet au Real d'égaliser avant que City reprenne l'avantage à la 80e minute grâce à un penalty d'Erling Haaland qui s'offre un doublé. Mais comme à son habitude, le Real ne lâche pas et égalise à la 86e grâce à Brahim Diaz. Et
Le Real se permet même de reprendre l'avantage à la 93e minute grâce à Jude Bellingham. Résultat 2-3 pour le Real qui prend une bonne option avant le match retour la semaine prochaine. Et là, pour vous, tout de suite, là, chaud, plus impressionnant, le vrai résultat de la soirée, pour l'instant, à retenir, c'est Real ou PSG? C'est le Real quand même. Ouais. Celui du PSG, on s'y attendait malheureusement. On a eu un avant-bouche la semaine dernière en Ligue 1. Un avant-goût. Ouais. Un avant-goût. Une mise en bouche. Mise en bouche. Je mélange deux expressions. Mais j'aime bien, moi. Un avant-bouche. Ouais, non, donc c'est celui du Real qui en plus ça a fait un gros coup au mental des Citizens en marquant un but dans les temps additionnels et surtout bon c'est le cas aussi pour Paris mais le Real recevra au match retour ce qui sera encore une deux victoires à l'extérieur même si Paris effectivement en termes de rapport de force voilà ce qu'on peut dire là-dessus, oui. Était favori. Ouais. Le plus favori, effectivement. Mais il y avait quand même deux autres petits matchs. Ouais. Et si on finit là-dessus après. C'était la Juventus contre le PSV Eindhoven. La Juventus s'est imposée à domicile 2-1. Les Turinois avaient ouvert le score grâce à une superbe reprise de volée de McKennie avant de reprendre l'avantage en fin de match grâce au Belge Mbangula. Côté PSV, c'est le Croate Ivan Perisic qui avait égalisé peu avant l'heure de jeu. Dernière affiche de cette soirée de LDC, Dortmund s'est facilement disposé du Sporting 3-0 grâce à Guirassy, Gross et Adeyemi. Et puis on va parler un peu de nos jeunes Lillois. En 16e de finale de Youth League, ils se sont malheureusement inclinés 3-1 face à l'Inter de Milan et sont donc éliminés de la compétition. On parle toujours football et on va revenir sur ce grand week-end de Ligue 1. Cette saison, elle est vraiment passionnante avec des duels à distance dans tous les sens. Et je vais commencer avec le haut du classement. Vendredi soir, il y avait les Parisiens qui jouaient contre les Monégasques et le PSG a largement dominé Monaco 4-1 avec un doublé de Dembélé et un but de Vitinha et de Kvaratskhelia. Les Monégasques ont quant à eux inscrit un but par l'intermédiaire de Zakaria. Autre affiche alléchante, dimanche en clôture de cette journée, l'OM s'est facilement disposé du SCO d'Angers, qui vient de se qualifier en quart de finale de la Coupe de France. Les Marseillais se sont imposés 2-0 avec des buts de Rabiot et de Neil Maupay. Toujours dans le haut du classement, Nice a battu Lens 2-0 samedi avec un but de Laborde sur penalty et un autre but de l'ancien Lensois, Jonathan Klaus. C'est une semaine à oublier pour le LOSC qui, après son élimination en Coupe de France mardi, s'est une nouvelle fois fait surprendre à domicile par le Havre 1-2 et perd de précieux points dans la course au podium. Dimanche, Lyon s'est imposé 4-0 face à un Stade de Reims en mauvaise forme et avant son match contre le PSG, le Stade brestois avait quand même engrangé de la confiance face aux Nantais de Camboiré en allant gagner 2-0 à la Beaujoire grâce à des buts de Pierre Lesmelou et de Ludovic Ayork. Et enfin, plutôt en fin de classement, les Rennais se sont encore rassurés samedi soir avec une victoire 2-0 face aux Stéphanois d'Eric Horneland. Les joueurs d'Habib Bey remontent donc à la 12e place avec 23 points. Bon, faut quand même rajouter que les Stéphanois, ils ont pas aidés par l'arbitrage, n'est-ce pas Martin ? C'est triste, mais ils achètent pas que des joueurs pendant l'hiver. Du coup, au classement, Paris est toujours premier avec 53 points. Marseille conforte sa deuxième place avec 43 points. Et Nice passe sur le podium avec 37 points, à égalité avec Monaco, mais avec une meilleure différence de but. Lille est 5e avec 35 points, alors que Lyon et Lens sont respectivement 6e et 7e avec 33 points. En fin de classement, Le Havre passe 17e avec 17 points devant Montpellier. Saint-Etienne est quant à lui barragiste avec 18 points et se trouve à 3 points de Nantes 15e. Là, vraiment, Rennes, est-ce que pour vous, ça part en mission remontada là, sur la seconde moitié de... Comme Pierre Sage l'année dernière avec les Lyonnais ? Ouais, comme vraiment, franchement, l'épisode lyonnais pourrait se répéter avec Rennes et Habib Bey. Il suffit d'un petit tour de magie, un coach qui arrive, des joueurs qui se transcendent. Et ça va durer 1 an, il va se faire virer. Ouais. Donc pour vous, vous voyez Rennes figurer en fin de saison assez haut ou... Moi, le maintien après assez haut, je pense pas non plus. Hein. Ouais, non. Après, c'est un mot qu'il utilise pas le maintien apparemment, ouais. Habib Bey. Donc peut-être qu'il utilise le mot remontada, ils y croient. Il a pas un ego à dire oui, on vise que le maintien. Ouais. Aujourd'hui, mon pote René qui me dit on va peut-être rejouer les places européennes. Ouais, c'est ça. Alors je veux bien lui apporter du bonheur, mais je pense pas que Habib Bey va réussir quand même à monter. C'est quoi, c'est la 8e place du coup qui est qualificative? Non, c'est 6e. Pour l'instant, on en est à 6 et en cas de vainqueur, selon le vainqueur de la Coupe de France, la 7e place peut être aussi européenne. Non, ce sera le SCO d'Angers qui remporte la Coupe de donc France, voilà, moi, je vous le dis. Donc on oublie la 7e place. Non, franchement, donc pour vous Rennes, à la limite Peut-être à la limite, haut du parti. première moitié de classe, Ouais, de c'est tableau. ça. Ouais, 9 premiers. Ce serait déjà une saison réussie avec le début un peu catastrophique.
Ok. C'est pas une bonne saison du Stade Rennais quand même. Ils repartiront sur de bonnes bases pour l'an prochain. L'année prochaine, ouais. Pour l'année prochaine. Allez, très bien. Un tout petit mot de Ligue 2, si tu veux, Ouais, pour un finir petit le mot foot. de Ligue 2 et de National. À noter que Dunkerque a remporté son match à l'extérieur face à Caen 2-0 avec des buts de Gaëtan Courtrai et du Finlandais Nathan Skita. Dunkerque poursuit sa grande saison avec sa victoire en Coupe de France la semaine dernière face à Lille et remonte à la 4e place de la Ligue 2. Vendredi, Valenciennes s'est imposé à l'extérieur face à Châteauroux 1-1-2. Le VAFC n'a toujours pas perdu en 2025 en championnat et remonte même à la 5e place. Bon, maintenant on part de l'autre côté de l'Atlantique et c'était l'événement de l'année aux États-Unis. Dimanche soir avait lieu à la Nouvelle-Orléans le 59e Super Bowl entre les Philadelphia Eagles de Saquon Barkley contre les Chiefs de Mahomes. Et ce sont finalement les Philadelphia Eagles qui se sont imposés pour la deuxième fois de leur histoire après 2018. Ils ont démoli les Kansas City Chiefs 41-22 en comptant même jusqu'à 34 points d'avance au cours du troisième quart-temps. Le MVP de la rencontre, c'est Jalen Hurts. Il a réalisé un très grand match en montrant une très grande régularité. 17 passes complétées sur 22 pour 221 yards et 2 touchdowns lancés. Et il s'est même permis d'inscrire un touchdown à la course. Surtout, les Philadelphia Eagles ont pu compter sur leur formidable défense qui a complètement éteint Patrick Mahomes. Mahomes a quand même réussi à sauver l'honneur en fin de match car les Chiefs sont revenus à 18 points, mais il était trop tard. Les Chiefs ne réalisent donc pas l'incroyable exploit de gagner 3 fois d'affilée le Super Bowl, qui n'est encore jamais arrivé dans l'histoire de la NFL. On reste toujours de l'autre côté de l'Atlantique avec la NBA. Cette nuit, il y avait de belles affiches. À l'Est, Cleveland et Boston sont toujours en forme. Les Cavaliers ont battu les Timberwolves 128-107 malgré 44 points d'Anthony Edwards. Quant aux Celtics, ils sont allés gagner sur le parquet de Miami 85-103 avec 33 points de Jason Tatum. Côté Ouest, l'association Butler-Curry est encore gagnante après la victoire des Warriors à l'extérieur face aux Bucks 111-125. Steph Curry est l'auteur de 38 points, 6 rebonds, 4 passes et Jimmy Butler a inscrit 20 points, 9 rebonds et 6 passes. Pour sa première avec les Lakers, Luka Doncic a participé à la victoire de son équipe face au Jazz sur le score de 132-113 en marquant 14 points, 5 rebonds et 4 passes en 24 minutes. Et les Spurs sont allés gagner à Washington 121-131 avec 61 points pour le duo Wemby-Fox. Bon, après une semaine d'association, est-ce que vous êtes hypé par le duo Wembanyama-Fox? Bah ouais, Wembanyama il tire son meneur All-Star, on le voit dans les fins de match là contre les Hornets cette semaine, ils ont fait se sortir du piège de Charlotte. Après dans le fond de jeu, c'est un peu plus compliqué parce qu'on sait que Fox c'est un joueur qui va beaucoup au panier, donc le spacing ça a pas aidé Wemby à se développer autour de l'arceau, mais je pense que ça peut aller loin, ça peut aller gratter des victoires importantes. Ouais, en tout cas, les débuts auraient pu être plus poussifs que ça, aussi plus pénibles, mais le petit et le grand, pour l'instant, Laurel et Hardy se trouvent à merveille. Tout va bien pour tout ça. Alors on va faire un petit saut maintenant du côté de l'Ovalie. Il se passe un gros tournoi, je crois. On m'a parlé d'un truc assez important, mais bon. Comme tu viens de lire, on va parler du tournoi des 6 nations. Le week-end avait commencé samedi après-midi avec une victoire des Italiens à domicile face au Pays de Galles sur le score de 22-15. Toujours samedi, les Français ont vécu une grosse désillusion à Twickenham face aux Anglais en s'inclinant 26-25. Les Français ont inscrit 3 essais par l'intermédiaire de Damien Penaud et un doublé de Louis Biarret qui a inscrit un doublé. Les Français ont converti 2 de leurs 3 essais et ont inscrit 2 pénalités. Les Anglais ont quant à eux inscrit 4 essais dont 3 transformés. Ils empochent donc la victoire avec le bonus offensif en prime. Et nous, on en parlera un peu plus tard. Ouais, c'est ça. On va en revenir là-dessus un peu plus en détail, vous inquiétez pas. Débat du soir, on annonce, rugby, équipe de France. On en parlera après. Mais il y avait d'autres et puis évidemment dimanche, résultats. l'Irlande s'est imposée en Écosse à Édimbourg sur le score de 18-32. Et donc au classement, l'Irlande est première avec 10 points. La France est deuxième avec 6 points, tout comme l'Angleterre, mais qui possède un moins bon avérage. L'Écosse est quatrième avec 5 points, l'Italie cinquième avec 4 points, et les Gallois bon dernier avec uniquement 1 point. Partons du côté de la petite balle jaune. Caroline Garcia a remporté son premier match de l'année au Masters 1000 de Doha dimanche face à la chinoise Yuan 6-1-7-6, mais a malheureusement perdu aujourd'hui 3-6, 4-6
face à l'une des grandes favorites du tournoi, Yacine Paolini. On continue du côté de nos Bleus avec le tournoi de Marseille. Ça a malheureusement pas été une grande journée pour nos Français. L'exemple parfait, c'est Richard Gasquet qui a été défait 6-4, 6-4 par Bublik lors de son dernier match dans la cité phocéenne. Bon, je vais faire un petit récap de la semaine dernière. Le Français Arthur Bouquier, 400e mondial avant le tournoi de Lille, est sorti des qualifications du Challenger et a même remporté le tournoi malheureusement sur un abandon de Lucas Pouille. Le Français fait donc un bond de 150e place et grimpe à la 254e place mondiale. Au tournoi la semaine dernière, les deux ATP 500 en indoor, un à Rotterdam aux Pays-Bas et l'autre à Dallas aux États-Unis. Carlos Alcaraz, il a gagné son premier titre en indoor en battant Alex de Minaur en finale sur le score de 6-4, 3-6, 6-2. Au Texas, c'est le Canadien Denis Shapovalov qui a remporté son premier ATP 500 en disposant en finale de Casper Ruud sur le score de 7-6, 6-3. On va parler ping-pong. Folle semaine pour Alexis Lebrun au Grand Smash de Singapour. L'aîné des frères Lebrun est allé jusqu'en demi-finale de l'équivalent des tournois du Grand Chelem en simple et en double avec son frère cadet. Le Français intègre donc le top 10 mondial de sa spécialité. On part du côté des Alpes autrichiennes à Saalbach où ont lieu actuellement les championnats du monde de ski. Ça se passe malheureusement pas très bien pour les Français qui ne font pas mieux qu'une 10e place de Nils Agreg sur la descente. Chez les favoris, Marco Odermatt, il a remporté le Super G vendredi. Et puis aujourd'hui, c'était le combiné féminin. C'était la première fois qu'il y avait cette épreuve et les femmes et c'est les Américaines, Mikaela Shiffrin et Brésil Johnson, qui ont remporté cette épreuve. Et pour finir, on retourne dans notre bon vieux Nord, cette fois-ci du côté du Touquet. Ce week-end avait lieu la 50e édition de l'Enduropal, cette célèbre course de motocross tout-terrain. C'est Todd Kellett qui a remporté la 50e édition, sa 3e victoire consécutive. Le Britannique s'est imposé en 3 heures avec 2 minutes 30 d'avance, pardon, ça fait beaucoup 2h30, je le reconnais. Sur le 2 minutes 30 d'avance sur le Français Milko Potizek, pardon pour la prononciation. La 3e place revient au Néerlandais Lars von Berkel qui complète le podium. Alors attention, pas la 50e édition, les 50 ans de l'Enduropal, c'était la 49e édition. Et comme on est comme dans le Nord, à mon avis, il y en a qui vont tilt. Il y en a qui ont un peu regardé ce que c'était l'Enduropal, parce que je sais que vous n'êtes pas forcément nordiste depuis aussi longtemps que moi. Moi c'est bon, on en a bien parlé, je suis bien au courant de comment ça se passe, je connais l'effervescence. Vous Moi, je me suis bien intéressé cette semaine en lisant les papiers dans La Voix du Nord. Ouais, cool, c'était les papiers. J'ai vu tes yeux, j'ai vu ton regard. Je me suis dit, j'ai pas vu ton nom. Ouais. J'ai un nom d'auteur au cas où, quand j'ai besoin d'écrire des choses. Non, vas-y, tu disais. Et ensuite, j'ai regardé un peu vaguement quand même. J'ai pas regardé les 3 heures, je l'avoue. Non. Moi, j'ai dû le faire par voilà. C'est mon job pour le travail. Donc j'ai dû le faire. Ouais, c'est ça. Non, par plaisir, j'ai bien regardé le résumé et franchement, c'était assez cool. C'est marrant de voir les motards tomber dans le sable. Ils disent les attardés. Je savais pas que ça venait de là. Oui, les attardés, c'est pour dire ceux qui sont en retard et qui oui. Ouais, ça m'a fait rire. Les retardataires. Ouais. Mais du coup, c'est pas Moi, je trouve ça drôle, une course où on mélange amateur et pro. Ouais. On a vu à un moment un favori français qui est tombé à cause d'un amateur sur une bosse. Enfin, j'ai vu l'extrait en tout cas sur les réseaux. Alors, alors peut-être attention à pas confondre, mais il y a vraiment 2 pilotes de très haut niveau qui se sont percutés quand même. Mais peut-être je parlais pas de cet extrait-là. Mais non, je sais pas lequel, tu vois, t'as pas les noms forcément. Non, je sais pas. Mais je sais aussi que pendant la course, il y a bien 2 pros qui se sont aussi percutés, donc voilà. Est-ce que c'est les 2 pros qui sont tapés, enfin, il y en a un qui a mis un coup de pied dans la moto de l'autre. Non, mais je n'ai pas fait attention s'il y avait eu un coup de pied. Tu vois. Mais non, mais oui, effectivement, comme tu dis, c'est la saveur aussi de l'Enduropal. Il y a 1300 pilotes en lice au début. Évidemment, il n'y a pas 1300 pros. Donc, ça fait aussi toute la subtilité et sachant que... On sait combien d'abandons il y a dans cette course ou pas? En fait, au classement officiel, il y a eu 1069 arrivants. Ouais, parce qu'il y en a certains, ils sont trop en retard, ils sont quand même sur leur moto, mais bon, ils ont 13 tours de retard sur le premier, donc on va dire, en fait, ça marche pas. Voilà un peu pour l'idée. Voilà, très bien. Merci Alexis. Avec plaisir. Ce gros tour d'horizon sport, on aurait pu parler notamment de cyclisme avec Gaudu ou de l'arrivée triomphante de Violette d'Orange avec le Vendée Globe. Tu vois, je le glisse maintenant. Ouais. Comme ça, pas trop de remords pour toi. Je te soulage. Merci. Voilà. On va quand même se quitter quelques instants en musique. Là, ma tête a trop creusé ce soir. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Je voulais faire un truc sur l'Enduropal. J'ai cherché des trucs de moto. C'était pas ouf.
T'es vraiment pas ouf, les chansons montagne. Du coup, j'ai pensé à Thierry Sabine, qui est le créateur de l'Enduropal, mais qui a aussi créé le course Paris-Dakar. sur sable. Oui, le Paris-Dakar, évidemment. Et ce monsieur-là qui est décédé dans un accident d'hélicoptère avec un certain Daniel Balavoine. Bah là là, putain, ils sont forts, mes chroniqueurs en sport et tout. Donc je suis allé chercher un petit titre de Daniel Balavoine comme justificatif. C'est bidon, hein. Mais au moins on s'écoute quand on arrive en ville, à l'époque Starmania. Et on se retrouve juste après pour les news dans le Campus Sport Club. À tout de suite. Le soir dans les parkings. Daniel Balavoine, Starmania, pour ceux qui aiment, pour ceux qui adorent, pour ceux qui apprécient, qui se souviennent de ce beau chanteur. On est de retour dans le Campus Sport Club. On a eu les résultats juste avant. Alexis, c'est un beau petit tour d'horizon. Là, ça va être mon heure. Là, je flippe un peu. C'est l'heure des news. Et on va commencer avec une news qui est tombée à 22h50. Donc là, ça va être pimenté. Vous allez voir, je vais bien bricoler. Moi, je m'en fiche. Hein, j'annonce la couleur tout de suite. Hein. Après les résultats, c'est l'heure du tour d'actualité des événements marquant la semaine dans les news du Campus Sport Club. Et ouais, parce qu'il y a des infos qui tombent un peu à tout va. Il y en a une qui est tombée tout à l'heure. C'est en tout cas l'équipe qui l'a relayée. Sachez que DAZN, notre très cher diffuseur de la Ligue 1, celui qui est digne héritier de Mediapro, pour qui tout se passait à merveille à l'époque, rappelez-vous, menace de mettre en cause son contrat et la LFP a donc convoqué en urgence un conseil d'administration ce mercredi, donc demain. La Ligue a décidé de se réunir et donc de réunir son CA pour traiter la question des droits télé car DAZN menacerait de ne pas verser le prochain paiement, la prochaine échéance. Et ça va poser un peu problème. Pourquoi ça a posé un peu problème? Eh bien, il faut aussi remonter à ce qui s'est relayé plus tôt dans la journée, parce que plus tard ça va pas marcher, puisque on est sur une situation où DAZN, qui compterait un peu plus de 500 000 abonnés, c'est-à-dire 1 million de moins, ouais, à peu près. Attends, je t'allume. Je vois Raphaël, tu fais des gros guillemets. Hein. Oui, parce que les chiffres, on sait pas d'où ils sortent. Hein. Ouais, voilà. Mais bon, pour l'instant, on nous annonce un peu plus de 500 000 abonnés, sachant que leur objectif pour décembre prochain, 2025, est normalement celui de 1,5 million. Il manque 1 million de personnes. Compliqué. Donc, il commence à se poser des questions et on en vient à ce que DAZN essaye de gratter depuis des jours, c'est de revoir le contrat avec cet accord de 400 millions d'euros en jeu avec la LFP, la Ligue du football professionnel, pour les droits télé de la Ligue 1, notamment en dénonçant le piratage, le manque de contrôle en tout cas, et surtout le manque de collaboration de certains clubs de Ligue 1. On rappelle des journalistes de l'équipe, et ces mêmes journalistes qui nous rappellent aussi que Joseph Ougourlian, le président du RC Lens, dans un groupe WhatsApp entre présidents, je ne savais même pas que ça pouvait exister cette histoire-là, s'est montré inquiet face à cette nouvelle situation de crise en train de s'ouvrir, puisque DAZN doit verser prochainement le 14 février exactement, donc vendredi, 24% du montant de ses droits, sauf que c'est quelques dizaines de millions d'euros qui doivent aussi être directement reversés au club pour assurer leur survie et leur fonctionnement, pourraient ne pas avoir lieu tout de suite. Donc forcément, on s'inquiète dans le football français. Est-ce que pour vous, c'était une petite surprise, ça? Est-ce qu'on s'y attendait pas? On s'y attendait clairement. On avait déjà fait un petit débat, au Campus Sport Club et les objectifs sont jamais atteints. Pourtant, ils ont fait une offre la fin de saison à 49 € pour les 4 derniers mois. Je crois que DAZN a fait une offre à la Ligue. 49 €, les gars. 400 millions? Non, 49 €. Ah, ils peuvent tenter. Hein. Oui, mais ils font plein d'offres promotionnelles. C'est aussi signe d'un organisme qui fonctionne. Que toutes ces offres arrivent maintenant, c'est un peu bizarre aussi. Ils ont aussi augmenté les prix pour notamment ceux qui diffusent dans des bars. Donc pour on appelle ça pas les particuliers. Les particuliers, oui, les particuliers, qui sont passés par mois, je parle, 100 € à l'année, pardon, 100 € à 400 €. Donc ils ont quadruplé les prix pour les particuliers. Oui. Ils font plein de choses pour effectuer pour gagner de l'argent, sauf que ça ne marche pas. Le modèle est un peu bancal. Et c'est HS là totalement. Oui. Et ça, c'est bizarre que les offres promotionnelles arrivent en milieu de saison, alors que tu les aurais fait en début d'année. Tu aurais eu très vite ton 1,5 million d'abonnés, et tu les aurais fidélisés. Et là, peut-être, tu aurais pu essayer de monter les prix tranquillement, discrètement, tranquillement. Bon, a priori, ça va pas durer très longtemps, cette histoire. On rappelle que DAZN, pourquoi décembre 2025 aussi, pour rappeler à nos auditeurs auditrices, 1,5 million fixé, puisqu'ils ont une clause signée au préalable avec la Ligue de football professionnel qui permettrait de mettre fin
au contrat au bout de 2 saisons sur les 5 années signées. Donc c'est pour ça, on aura la fin de cette saison dans tous les cas. Et si en décembre prochain, en milieu de saison prochaine, ils constatent qu'ils n'arriveront pas à avoir le 1,5 million d'abonnés, ils décident d'activer cette clause, ils finissent les 6 derniers mois, sauf qu'à la fin des 6 derniers mois, c'est ciao. Alors pourquoi en décembre, tu me diras, Raphaël, tu commences à faire les calculs, tu dis c'est bizarre, ça fait pas une année, c'est que pour que la Ligue ait 6 mois pour anticiper une nouvelle mise en vente, évidemment, parce que s'ils partent en mai, comme à l'époque avec Mediapro, quand il faut vite trouver un mec pour diffuser en août, pas ouf. Ouais, c'était Voilà. de saison. Ça vous semble logique, ce que je dis? Oui, ça va. C'est aussi pour savoir si les gens comprennent. Bon, allez, on est toujours dans du plus gai, plus sympa. Dans le reste de l'actualité aussi, on va parler des Jeux Olympiques 2030. Toujours plus de candidats, mais aucun nom pour se détacher pour prendre la présidence du futur COJOP, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver, donc 2030, qui sont prévus dans les Alpes françaises. On a eu droit à l'annonce du retrait de Martin Fourcade lundi dernier. Et depuis, il y a toujours plus de noms et de têtes qui se présentent pour ce poste de président. Parmi ces noms, on retrouve Nathalie Péchala, l'ancienne présidente de la Fédération française des sports de glace, Edgar Gros-Piron, champion olympique de ski de boss à Albertville en 1992, mais également Gérard Holtz, ex-journaliste sportif pour France Télévisions, qui se verrait bien lui partager cette tâche avec Nathalie Péchala. Et on retient aussi le vœu annoncé sur RMC de Philippe Candeloro, intéressé par le poste, contrairement par contre à Michel Vion, le secrétaire général de la Fédération internationale de ski, qui a indiqué ce mardi n'être ni candidat, ni disponible. Tous les profils retenus passeront des entretiens devant un jury du Club des 5, comme on dit, c'est les 5 grands organisateurs des Jeux, et présidé par Michel Barnier, notre ancien Premier ministre, pour ceux qui ne le sauraient pas, et qui lui est missionné par le gouvernement Bayrou. Et un nom devrait être choisi d'ici mardi pour l'annoncer officiellement à Lyon le 18 février, jour du lancement officiel du comité, donc du COJOP 2030. Allez, une petite info un peu plus sympa. Une info qui est aussi tombée ce mardi dans le tennis de table, la WTT, la World Table Tennis, change son règlement. On pourrait même dire que les Chinois Fan Zedong, Ma Long ou encore Chen Meng ont obtenu gain de cause. Ces quelques noms, ce sont ceux des Chinois qui ont annoncé leur retrait du circuit mondial fin décembre, début janvier, et en cause l'obligation de participer à certains grands tournois, comme on pourrait le voir dans le tennis. La WTT, qui est la société commerciale comme l'ATP ou la WTA le sont au tennis, a décidé d'assouplir son règlement. Il y aura donc moins d'obligations pour ces pongistes-là. Pas que les Chinois, mais à l'échelle vraiment globale, j'entends, pardon. Moins d'obligations, plus d'argent même lors des grands tournois. Elle ne rend plus obligatoire la participation des meilleurs mondiaux lors des grands tournois comme les grands smash, t'en parlais avec Alexis Lebrun. Il y a même une tolérance donnée pour les champions olympiques en titre. Ça tombe bien, c'est Fan Zedong et Chen Meng. Comme par hasard. Puisque les champions olympiques en titre dorénavant pourront choisir où est-ce qu'ils veulent aller. Passe droit. Tranquillou pilou. Des gros changements avec, comme je le disais, en prime, un peu plus d'argent injecté dans les tournois au niveau des prize money, notamment $1 million évoqués, dont la moitié pour les finals, les finales en fin d'année, qui avaient souri à nos Français, les frères Lebrun, Alexis et Félix. Donc ça, c'est un bon plan pour nous, enfin pour eux, parce qu'ils sont toujours plus d'argent. Ça peut être sympa si tu gagnes les mondiaux en double, eux qui sont depuis numéro 1 de la discipline ensemble. Allez, on change un petit peu. Je crois que ça va faire sourire plaisir à certains ici. On parle NBA. Il y a du changement dans l'air, mais on parle plus de trade là, parce que les trades on en a bien bouffé. Giannis Antetokounmpo, le double MVP NBA, et Anthony Davis, tous deux blessés, sont remplacés par Trae Young des Atlanta Hawks et Kyrie Irving des Dallas Mavericks, en vue du All-Star Game. Vous le savez, ce grand événement qui aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi, qui réunit toutes les plus grosses stars de la NBA pour des matchs complètement fous, et puis avec d'autres événements comme des concours à droite à gauche. Et en tout cas, ces deux petits arrières contre deux grands intérieurs, j'ai pas tout compris, il faudra peut-être m'expliquer ici, qui intègrent les équipes respectivement de Victor Wembanyama pour Young et celle de LeBron James pour Irving, sachant que cette année, petite précision aussi toujours utile, il n'y a plus 2 équipes, il y a 3 équipes, puisqu'il y aura... Non, attendez, j'y viens, il y a 3 équipes qui ont été composées à partir des sélectionnés All-Star. Ces 3 équipes, ainsi que l'équipe vainqueur du Rising Star Challenge, vont intégrer un mini-tournoi en demi-finale, puis finale entre les gagnants pour le grand vainqueur du All-Star Game. Raphaël, tu suis ou pas, toi? Les Américains me fascineront toujours, là. Est-ce que vous, les vrais suiveurs qui m'ont repris, là, en pensant que j'avais pas l'info et tout, hein, ça va. Vous pensez que c'est la bonne idée d'opérer comme ça, en plus? Je
pense pas, parce qu'en fait, à la fin, ils vont jouer pour l'argent, alors que c'est des mecs qui ont tous des contrats Supermax à 40 millions l'année. Et bon, je touche pas, moi, 40 millions. Ouais. C'est dire à quel point. Ils jouent pour 500 000 € chacun, je crois. C'est ça, 500 000 $ chacun. Donc, ça peut toujours donner un petit, ça peut motiver les jeunes, justement, de l'équipe Rising Star Challenge, mais les cadors, on sait que c'est une semaine où c'est plutôt tranquille pour eux. Ils sont à l'hôtel, ils vont rester tous les soirs avec les légendes NBA, donc, Mais plutôt qu'un seul match qui est le All-Star Game, c'est le nom, l'intitulé de base, c'était ça. De base, c'était qu'un match à l'époque, c'était le All-Star Game. Le match de toutes les stars NBA. Maintenant, on a 2 matchs avec 3 équipes composées et une 4e qui doit gagner un match avant, qui est celle, donc, tu dis des Rising Stars, c'est les jeunes. Effectivement, j'aurais pu le préciser, la traduction. Et après, seulement t'as une finale. Oh. Bah, ça va peut-être faire, par exemple, il y a une équipe, il y a une ou deux des équipes NBA qui va perdre dès les demi, donc peut-être que l'intérêt c'est de se donner à fond pour pas être le plus nul, quoi, aussi ça un peu. Donc aussi ça change, puisque le dernier All-Star Game, atteindre les 200 points, c'était il y avait pas de défense, peut-être que là ils vont se donner un peu plus. Moi ça m'emballe un peu plus que l'année dernière. OK, bah c'est un bon point alors. C'est à retenir, ça sera un argument de plus pour rester éveillé dans la nuit de dimanche à lundi, c'est très très tôt ou tard, ça dépend pour vous, mais c'est autour de 1h du matin pour suivre tout ça. Un peu d'infos régionales, entre guillemets, un peu de cyclisme. Et si Tadej Pogačar finalement participait au prochain Paris-Roubaix, le triple vainqueur du Tour de France et champion du monde en titre a publié hier une petite vidéo de lui en train de fouler la trouée d'Arambert. La fameuse trouée qui est un secteur pavé mythique emprunté sur Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, ça sera mi-avril, hein, pour info. Alors, peut-on espérer le voir participer à son premier enfer du Nord, lui qui compte conquérir dans sa carrière les 5 grands monuments? Pas sûr, puisque son équipe UAE Emirates a quand même vite communiqué là-dessus, en précisant que comme il avait fait la reconnaissance du Tour des Flandres chez nos voisins belges, il en avait profité pour descendre sur la trouée et faire la reconnaissance, mais pas de là à forcément s'aligner sur Paris-Roubaix. Pas forcément. C'est pas un nom définitif. On peut encore espérer un petit peu, mais ce n'est pas, pour l'instant, a priori, dans les plans du Slovène. Un petit mot aussi pour rebondir sur l'info d'Alexis tout à l'heure dans les résultats. Lucas Pouille, qui est sorti gravement blessé de sa finale à Lille, au Play-in Challenger, qui était à quelques encablures d'ici, s'est bien fait d'opérer avec succès hier. C'était une grosse blessure au tendon d'Achille. Ça demanderait 6 à 8 mois. Je sais pas si c'est un spécialiste santé ici, mais un bon 6-8 mois de récupération. Lui qui avait annoncé à la fin de son match au micro, pensait que c'était le dernier match de sa carrière. Finalement, sur les réseaux, a posté cette photo de lui sortant du bloc avec un petit message, vouloir tout faire pour revenir. A priori, ça sonne un peu bon pour Lucas Pouille, on verra. Peut-être qu'il a un mental à la Gaël Monfils. On peut lui espérer. En tout cas, il a encore quelques années à nous offrir. Un petit mot football pour finir. Mercato. En France, le Mercato, a fermé ses portes jeudi 1er février. Mais ailleurs, d'autres champions continuent d'acheter et vendre des joueurs. C'est le cas, par exemple, du championnat turc. Si vous l'avez suivi avec Galatasaray qui a décidé de s'offrir un Lensois, le latéral droit polonais Przemysław Frankowski. Pardon à tous les Polonais pour Przemysław. C'était pas mal. C'est pas mal, tu vois, je me suis un peu entraîné à force. Lui qui a posté du coup ce petit message d'adieu sur les réseaux pour les supporters lensois et pour qui le Polonais a joué 141 matchs sous les couleurs du RC Lens lorsqu'il était arrivé en 2021 en provenance de Chicago. Et je finirai avec une petite touche quand même. On retient aussi ailleurs, côté mercato plus ou moins, la prolongation annoncée de Cristiano Ronaldo jusqu'en 2026 avec son club saoudien d'Al Nasser. 2026 qui serait donc lui qui a 40 ans, l'année de ses 41 ans, mais surtout l'année de Coupe du Monde en Amérique du Nord. Pour vous, ça sera vraiment le glas de fin ou il y a encore 1000 buts à aller chercher derrière? Oh la vache, je pensais pas vous scotcher autant, et pardon. C'est compliqué. Il annonce vouloir arrêter. Je crois qu'il annonce vouloir arrêter après la Coupe du Monde, mais dans son contrat, il y a quand même une prolongation jusqu'en 2027 au cas où, quoi. Donc peut-être qu'il va vouloir. Je crois il a dit vouloir jouer avec son fils, mais ça va être compliqué, quoi. Ouais. Cristiano, il a que 14 ans, lui, il en a 40. Donc à voir. En fait, ça va être 3 critères. Enfin, ça va peut-être selon 3 critères. C'est soit il gagne la Coupe du Monde 2026. Il peut s'arrêter, potentiellement. Hein. Soit ensuite il y a encore l'argument avec son fiston, il peut l'attendre. Soit il y a l'argument des 1000 buts, une fois que c'est atteint. J'ai hâte de le voir en équipe nationale parce que je pense toujours qu'on peut pas juger ses performances en Arabie Saoudite, car le niveau est pas le même du tout qu'en Europe. Et selon s'il performe avec le Portugal, on pourra voir s'il est apte à continuer ou pas. Ok, on verra ça.
Malheureusement, à l'Euro, il a pas fait un grand Euro et ça envisage malheureusement une fin un peu tragique pour lui s'il participe à la Coupe du Monde 2026. Ça veut dire qu'il va devoir refaire une grosse préparation. Il l'a fait en fait. Il est en train de la faire, la prépa. Ouais, mais il fait quand même une grosse saison en Arabie Saoudite. Il fait très très chaud là-bas toute mais justement, pour moi, t'as une condition physique optimale à son niveau. Ouais, il a 40, en 2026, il aura 41 ans. Ouais. Il sera plus vieux, il mettra encore plus de temps à récupérer. Donc, en plus, la Coupe du Monde, tu joues tous les 4 jours. Donc, après, il s'est pas annoncé qu'il sera titulaire pendant toute la phase de Coupe du Monde, hein. Il déjà être dans le collectif, c'est juste avoir Cristiano Ronaldo dans ses rangs. Tu te dis, après, il nous motive, il est invincible. C'est comme un membre du staff à ce niveau-là. Presque, hein, je pense. Il aura plus cette image-là, en tout cas, à cet âge-là. En espérant qu'il ne soit pas blessé, parce que dans ces cas-là, t'as aucun motif pour le convoquer. À ce moment-là, s'il veut être là, il faut qu'il mette fin à sa carrière de joueur, qu'il se fasse passer pour un assistant gardien et qu'il vienne pour s'intégrer. On va s'arrêter là. Peut-être pour ces news. Un petit mot quand même, on va prendre quelques minutes, 5 minutes pour parler un peu de rugby, le petit débat du soir. On voulait revenir un peu plus longuement, en tout cas tout à l'heure, sur le tournoi Destination, avec cette défaite des Bleus à Twickenham d'un petit point concédé, avec cet essai transformé concédé dans la dernière minute du temps réglementaire. Pas mal de choses à relever de ce match, pour ceux qui, peut-être d'entre vous qui l'ont suivi aussi assidûment, avec déjà pour l'instant, premier enseignement, ce rêve de Grand Chelem pour cette année brisé pour les Français, c'est ciao. La victoire, on va peut-être pouvoir se redire si vous êtes confiant ou pas à l'idée que il y a encore matière à gagner ce tournoi Destination, puisqu'a priori maintenant ça va se jouer plutôt avec l'Irlande qui avait déjà battu les Anglais, donc nous on est un peu à égalité avec les Anglais, c'est les Irlandais. Et surtout cette défaite, est-ce qu'on peut jeter la faute sur quelqu'un ou quelque chose, selon vous? C'était un peu le débat du soir. Alors j'ai vu ça a beaucoup jeté la faute sur Mathieu Jalibert, pour ses plaquages ratés. Il y a beaucoup de gens qui ont pris sa défense et tout ça. Pour moi, c'est vraiment les fautes de main qui ont fait qu'on a perdu ce match. À la 50e minute, on avait déjà 10 ou 11 fautes de main. C'est énorme. Alexis, tout à l'heure, il a sorti la stat, c'est 5 fautes de main dans les 22 derniers mètres anglais. Donc pour moi, c'est ça qui fait perdre le match. Surtout qu'il y a plusieurs fois en premier mi-temps, on construit les actions. T'as Damien Penaud et Louis Bielbarré qui sont en feu, alors que c'est Damien Penaud, il a eu un peu de mal en ce début de saison, même si les stats sont là. Et finalement, en fait, tu domines les Anglais tout le long de la rencontre. Et avec ces fautes de main, tu te retrouves en fin de rencontre un peu sous le stress. Et puis eux, ils sont impériaux dans nos 22 derniers mètres et ils mettent ce dernier essai, quoi. Ouais, impériaux comme ils sont. Et puis peut-être que, comme tu le dis, plus que marquer des points pour dire à la fin on aurait eu plus de points, c'est que tu tues tout de suite le moral des troupes en face. Tu leur mets 14-0, 21-0 au bout de 30 minutes. Pour eux, c'est fini. Les cauchemars, parce qu'on en parlait beaucoup. Est-ce que, selon vous, je me suis aussi noté, est-ce qu'on n'a pas un peu surestimé ces Français en se disant, on a le bon souvenir du 53-10 infligé il y a 2 ans. Les Anglais, ils ont quand même encore du mal à revenir. Ils ont un collectif un peu poussif, une ouverture pas très très fortiche. Est-ce qu'on s'est pas un peu vu trop beau, trop fort, et c'est pas ce qui a... Mais le fait est que si, dès le début du match, tu loupes pas, justement, ces ballons qui te glissent pas des mains, et ça peut repartir sur un gros score à Twickenham. Et là, ça a pas été le cas. Je pense qu'il y a pas forcément quelqu'un à blâmer directement. Peut-être, faut penser à plein de choses. Déjà, c'était à l'extérieur. Peut-être que ça aurait été au Stade de France, ça aurait pas été la même. Il y a eu de nombreuses maladresses techniques, pas que des mains, il y a eu de tout. Et même, je dirais que on n'y pense pas forcément, mais Romain Ntama qui prend un rouge un peu bêtement au match précédent, fait que même que Jalibert fasse un bon match ou non, dans tous les cas, tu changes un de tes cadres, ce qui n'est pas bon quand tu affrontes les Anglais. C'est vrai aussi. Pour info, Romain Ntama que j'avais glissé aussi à la fin de mes news que j'ai omis, mais Romain Ntama qui sera aussi suspendu contre l'Italie en Italie. Encore une fois, Romain Ntama qui est absent, mais pour un match à l'extérieur. Il faudra un peu faire attention quand même. C'est pas les plus dangereux, mais il faudra surveiller ça. Tu parlais de Mathieu Jalibert, c'est vrai qu'il a pris beaucoup. Il a pris très cher. On en oublierait presque que Dupont puisse faire des erreurs. Finalement, lui aussi, pas forcément exempt de tout reproche. Mais Mathieu Jalibert, j'ai aussi vu beaucoup de gens qui, à chaud, ont critiqué, c'est ça. Et avec beaucoup de recul, en revisionnant le match, en réévoquant ses erreurs, n'étaient pas des erreurs si manifestes que ça. Parce qu'offensivement, ça reste quand même un mec qui fluidifie l'attaque. Et on le voit parce que Galtier à la 65e, il le sort, il met Dupont à sa place et il fait rentrer Le Garec. Ouais, et là, offensivement,
tu galères parce que t'as plus ce jeu au pied derrière la mêlée de Dupont qui apporte de la profondeur et qui permet de faire respirer un peu la défense. Moi, on perd le match aussi là-dessus sur ce choix de Galtier parce que il voit que Jalibert rate 5 plaquages sur 10 tentés, il se dit putain, défensivement ça va être chaud. Pour toi, ça aurait été une solution que Ramos, comme il a déjà un peu opéré. De temps Après, en temps Ramos, c'était pas dans un grand match non plus, donc je sais pas si tu le changes, si vraiment, là, tu le déstabilises encore plus, sûrement. Peut-être. Okay. Donc, je sais pas. Ouais, pas terrible. Ouais, Martin, est-ce que tu disais, Ramos, il est pas dans un bon match, il rate une pénalité en face des poteaux en début de match, et puis il rate aussi la transformation de l'essai c'est de Penaud, je crois que c'est de Penaud. C'est peut-être de Penaud. Ouais, et donc il en loupe une et malheureusement on perd d'un point. Donc après, souvent mathématiquement, t'aimes bien cocher le. C'est ça. Là, ce que t'as loupé dans ton match. Mais comme Thomas Ramos, il est hyper régulier d'habitude au pied, il en manque une maximum par match là. En fait, moi ça m'a pas choqué, mais ça t'a titillé. Ouais, ça m'a titillé un peu plus, voilà, tu vois. Ouais. C'est un argument aussi. Bon voilà. Bon, en tout cas, pour vous la victoire, pour finir ce débat, je le disais au tout début, chance de victoire. Maintenant vous. Dans tous les cas, ça se jouera contre l'Irlande. Faudra juger et sur les bonus aussi. Ouais, carton plein. Ouais, sur les bonus offensifs. C'est-à-dire là, faut faire un bonus offensif contre tout le monde, hein, même les Irlandais. Et même contre l'Irlande, plus que bonus offensif, faut pas leur laisser un point de bonus quelque part. Même pas défensif du coup. Ouais, du coup non. D'accord. Faut rien laisser. Ouais. Et en plus, on va en Irlande, on va à Dublin. Ouais. Donc ça va être un gros match. De toute façon, j'avais vu cette théorie, les années impaires, donc 25, 27 et compagnie. Pour les Bleus, c'est jamais des bonnes années pour. Je sais pas pourquoi. Voilà. Faudrait que je revoie les points de règlement. Ça se trouve une histoire de calendrier qui font que de l'année paire en impair. Et cette année, tu te déplaces en Irlande, en Angleterre et en Italie. Beaucoup. Bon, ça fait un peu souhait quand même. Bon, petite pause musicale. Allez, on reste quand même dans l'univers de l'Ovalie. Non, j'ai pas mis les yeux d'Émilie, faut pas abuser. Ah, dommage. Non, un peu plus d'éclate, un peu ressortir un tout petit peu des sentiers, mais pas trop. L'hymne de l'Aviron Bayonnais. Peña Bayona. Et un petit coup, quand même, on profite. Et on revient juste après, bien sûr, immanquable, pardon, et un petit quiz. Ah, Peña Bayona, je la prononce pas très bien parce que je ne suis pas espagnol. Voilà, moi je suis Adrien Fedeli, je suis italien. Ouais, je sais, ça fait mal aux oreilles. De retour dans le Campus Sport Club pour finir cette émission. On approche bientôt du temps additionnel. Avant ça, quand même, un petit tour des rendez-vous à ne pas manquer dans les prochains jours. C'est avec les immanquables. Foot, athlé, rugby, la semaine est très chargée. Pour savoir quoi regarder, restez branchés sur le CSC. Restez branchés, comme le dit Raphaël. Restez branchés, Raphaël, puisque tu vas nous parler, pour commencer, un peu de football, évidemment. C'est ça. Demain, on retrouve le reste des barrages de la Ligue des Champions avec Bruges-Atalanta à 18h45, puis Feyenoord AC Milan, Celtic Glasgow, Bayern Munich et Monaco-Benfica à 21h sur Canal+. Toujours en foot, le derby de la Mersey entre Everton et Liverpool, qui avait été reporté à cause de la météo, se joue à 20h30, également sur Canal+. Jeudi, pour nos nordistes et ceux qui aiment l'athlétisme, vous êtes servis avec le meeting de Liévin à suivre toute la journée sur la chaîne L'Équipe. À Liévin, c'est 11 records mondiaux qui ont été battus par le passé, dont 2 qui restent toujours imbattus, les 200 mètres masculins et féminins en salle. Ce week-end, on retrouve forcément du foot. En Ligue 1, samedi, l'OM reçoit Saint-Etienne à 17h, match à retrouver sur beIN Sport. Paris se déplace à Toulouse à 21h05 sur DAZN. Dimanche, Lens accueille Strasbourg à 17h15, aussi sur DAZN, tout comme le match en prime time Rennes-Lille à 20h45. Dans les autres championnats européens, de gros matchs sont également prévus. En Bundesliga, le Bayern Munich, premier, affronte son dauphin, le Bayer Leverkusen. Une affiche à ne pas louper samedi à 18h30 sur beIN. Outre-Manche, Manchester City a-t-il de quoi se relancer face à Newcastle après sa défaite face au Real? Réponse samedi à 16h sur Canal+. Pour clôturer cette page football en Serie A, 4 des 5 premiers s'affrontent. Lazio Rome réceptionne le Napoli samedi à 18h, tandis que la Juve défie l'Inter Milan à 20h45. Ces deux rencontres sont à voir sur l'équipe live foot. En rugby, pas de 6 nations ce week-end, mais un retour du top 14 avec un derby du sud-ouest entre j'allais dire Peña Bayona du coup, entre Bayonne et le leader Bordeaux-Bègles, samedi à 14h30. Le second, le Stade Toulousain, joue Clermont dimanche à 21h05.
Et pour ce qui est du top 14, c'est beaucoup plus simple que la Ligue 1 puisque tout est sur Canal+. Enfin, durant toute la semaine se déroule l'Open 13 de tennis à Marseille, à retrouver sur l'équipe live et BeIN. Daniil Medvedev, 7e mondial, et Hugo Humbert, 15e et vainqueur l'an passé, font partie des favoris. On a également 2 championnats du monde organisés dans les Alpes. D'abord ceux de ski alpin en Autriche avec un combiné par équipe homme demain à 13h15, puis l'ensemble des épreuves de slalom jusqu'à dimanche. Ainsi que ceux de biathlon en Suisse qui débutent demain à 14h30 avec le relais mixte. Les deux sont diffusés par l'équipe et Eurosport. Donc c'est à peu près tout pour les événements de la semaine. Les gars, qu'est-ce qui vous attire le plus? L'Enduropal. Ah non, merde, putain, je me suis trompé de semaine. Hein, qu'est-ce qu'il y a de... Ouais, moi, Bayern Munich, Leverkusen. Hein. Bayern Munich, Leverkusen en football, c'est peut-être le truc, ouais. C'est peut-être le truc à... Il peut se passer un truc, dinguerie. Il peut y avoir aussi un vœu 1-0. Hein. Ouais, ils arrivent à se neutraliser. Je sais pas comment ils font. Dans le reste, franchement, il y a quand même dans le Campus Sport Club une grosse dominance aussi biathlon pour ce qui est sport d'hiver. Je pense que les championnats du monde, on va quand même ça va être génial. bien faire le focus là-dessus. Ça aurait pu être un des débats du soir d'ailleurs. Ouais. C'est vrai. Ils ont pas voulu. Mais non, ils ont pas voulu. Ouais, moi j'aurais voulu, moi. Ouais, sûr, merci. Non ouais, donc ça va être ça. Martin, t'avais dit quoi toi? Bayern Munich, Leverkusen. Ah oui. Et toi aussi? Non, moi je dis du coup biathlon ou Open 13 puisque. Non, je dis Open 13, c'est moi. Ouais, je dis Open 13 voilà. Puisque c'est un des gros tournois en France et puis j'ai hâte de voir la finale. Ça va être, je pense, une belle rencontre. Tu vas, non? Ouais, j'y vais. Ah oui, puisque j'habite pas très loin de Marseille, donc pour Noël j'ai petit cadeau pour le padré et le frérot. Donc, j'aurais aimé moi déjà être à la finale de Lille, comme je suis de Lille. T'aurais pu Marseille, ça peut être sympa. Merci Raphaël pour les immanquables. Petit jingle rapide, pour lancer le quiz parce qu'on a très hâte de répondre aux questions de Martin dans un instant. Les chroniqueurs du CSC sont-ils vraiment des experts? On voit ça tout de suite dans le quiz. C'est l'heure du quiz. C'est ça, c'est l'heure du quiz. J'espère que vous êtes prêts. Alors, vous pouvez couper ma question et participer directement sans lever la main. Par contre, c'est... Ah ouais, alors moi, perso, je comptais pas lever la main. Hein. C'est une possibilité par question. Alors, si tout le monde a participé, je peux vous redonner la parole. Ok. On commence directement avec du foot. Samedi, le Bernabéu recevait l'Atlético, mais surtout a rendu un hommage à quel joueur? Marcelo. Marcelo. Oh là là, c'est fort, Alexis. Je cherchais, j'allais dire Fabrice Eboué. Question de rapidité. Quel attaquant français a marqué un doublé contre Com? Kolo Muani. Oh là là, Alexis. Un cador d'Angleterre est tombé ce week-end en FA Cup. C'est qui? Liverpool. Et contre qui? Plymouth, ouais. Ah, Raphaël, il est bon, il est sur les deux tableaux. Plymouth, ouais, Liverpool qui est tombé 1-0. 1-0 sur penalty. Et le Plymouth, c'est quel niveau? Championship, ils sont en 3e. C'est deuxième division quand même. Ils sont deuxième division. Ouais, dernier, ouais. Ils sont derniers de Championship, je crois. Oui, mais c'est deuxième division. Ouais. C'est Ligue 2, quoi. C'est comme si tu perdais contre le premier de troisième division. Contre Caen. Martigues? Non, je crois que c'est Martigues. C'est plus Martigues. C'est Caen qui est dernier de Ligue 2, ouais. Ouais. Quand qui anime. Question un peu rugby. Quel journaliste français de rugby est critiqué par les internautes? C'est fort, Adrien. Non, mais on en a parlé dans le débat, mais Lartaud qui appuie pendant l'antenne que Jalibert était grandement fautif. Et après sur Twitter. Et après forcément ça a pris d'autres proportions et maintenant que tout le monde a revu le match, tout le monde dit Jalibert finalement, vas-y fautif. Dans quelle équipe la star Jimmy Butler a été transféré juste avant la trade deadline? Golden State Warriors. Et oui, rien. Ouais. On a beaucoup parlé du dernier essai de l'Angleterre. Est-ce que je peux avoir le nom du joueur qui a inscrit l'essai? Jones. Non. Il a une tête bien carrée, je crois. C'est un blondinet. Non. Non? Ah. Non. Si, je crois que c'est un blondinet. Ouais. C'est quoi la première lettre? C'est un D. David. Mais je sais pas, le nom là, il m'a... J'avais mis les noms en plus. Bah oui. Daillington. Non. Non, vas-y, je pense que c'est Elliot Daly. Daily. Ah ouais. Daily, oui. Bah oui, maintenant que tu le dis après, c'est du football scène lunaire ce week-end en Turquie. Pour quelle raison les joueurs d'Adana Demirspor ont quitté la place? Un penalty accordé au Galatasaray. C'est ça, un penalty un peu frauduleux. Frauduleux, attention quand même au mot. Mais en tout cas, qu'il est, il est gentil, c'est un penalty gentil. Attention à ce qu'on dit. Frauduleux, c'est vraiment dire qu'il y a eu fraude et que ce soit. Ouais. Non, c'est Dries Mertens qui l'a obtenu. Ouais, c'est ça. Et transformé par Morata. Et maintenant, c'est Frankowski qui va venir les tirer les pénaux. C'est cool. Il est tiré au RC Lens, il peut les tirer à Galatasaray. Super Bowl, quel artiste a performé à la mi-temps? Kendrick Lamar. Est-ce que vous avez le nom de téléspectateur, le pic? C'est un point bonus. Le pic, c'était pendant son concert. On fait au plus proche? Ouais, au plus proche. Ah, mais après, non, parce qu'il y en a qui vont se calibrer avec les autres.
On va quand même essayer de trouver 1 million. Tu fais à quelle marge? Dis une marge. Je fais 10 millions. Je fais 10 millions. 10 millions après. Allez, 150 millions. C'est non 180. Non. 130. Ouais, c'est 134. Bien joué. 150, j'étais pas loin. Quel attaquant italien a inscrit un triplé ce week-end en Serie A? Retegui, c'est un quadruplé. Un quadruplé en plus, putain. Ouais, mais je me je trompe dans les questions aussi. Mais tu vois, moi aussi. J'ai pris un 4 buts sur un PG, là j'aurais. C'est vrai? Ouais. Mon MPG, pour les non-connaisseurs, mon petit gazon, un petit jeu où on choisit des joueurs qui existent vraiment et les performances vous font gagner ou pas des matchs. Forcément, si l'adversaire avait Retegui, j'étais pas bien. Ou même Dembélé. Si t'as Dembélé en ce moment. Désolé Raphaël. Alors oui, Dembélé qui est le meilleur buteur de 2025. Première dans l'histoire de la NBA, le trade de Mark Williams a été annulé alors que les différents joueurs avaient rejoint leurs nouvelles équipes. Quelles sont les deux équipes concernées? C'était les Lakers. Charlotte et Lakers. Charlotte. Ah bon. Allez, c'est un point partout. Un point pour les On se part. Je te laisse. Non, je donne un point partout. Bon, vas-y, ça Donne-le moi aussi, s'il te plaît. Gvarin a inscrit un magnifique but ce week-end sur un crochet. Qui est le passeur? Dembélé. Non. Doué. Non. Barcola. Ah oui. Ah oui. Je revois l'action maintenant. Quel joueur fraîchement arrivé dans son nouveau club devra parcourir 1000 km par jour pour se rendre à l'entraînement? Ah, c'est Duran. Ouais, Duran qui. Alors, faudrait peut-être l'expliquer quand même. Prendre Ouais, 10 parce secondes. Il a décidé de signer en Arabie Saoudite, mais il a préféré contourner les lois saoudiennes en allant habiter à Bahreïn. Parce qu'il peut à pas des éviter États avec- voisins, et du coup il préfère payer et faire la navette. En même temps, je pense que la navette doit pas coûter très cher pour un mec qui touche pépette. Et donc comme ça, il s'évite plein de lois et des avantages fiscaux et tout ce qui s'en suit. N'importe quoi. Je crois que c'est une histoire de couple. Il peut pas habiter Ouais. avec sa copine Ah parce oui, qu'il est c'est pas ça, marié oui, surtout, avec elle. en Et plus. tout. Ouais. Ils font des exceptions avec Cristiano Ronaldo, hein, qui est pas marié avec Georgia Rodriguez. Ah Bon, bon après, Il est pas marié? je crois, quand il est arrivé, il était pas marié avec. Ah, ok. Après, c'est Ronaldo et Oui, Duran, quoi. il arrive pour signer un partenariat financier avec tout le pays. Ouais. Bon. Il peut faire Duran, des il va exceptions. pas faire grand chose pour le pays. Hein. C'est vrai. Ouais. Le All-Star, on a beaucoup parlé du All-Star Game. Il se déroule dans quelle ville cette San semaine? Francisco. Oui, Alexis. On Check, a parlé check, du derby de Madrid. Avec quel geste l'Aragna a marqué le but du 1-0 dans le derby de Madrid? Ah, Reine. Panenka. Ouais, l'Aragna. C'est J'ai fait un petit Julian surnom, Alvarez. ouais, Ah, pour complexifier un peu la question, messieurs. Ce qu'il a. Bien, C'est l'Aragna, Julian le- Alvarez. C'est le surnom de Julian Alvarez, l'ancien attaquant de Manchester City. L'araignée. Qui a L'araignée. signé- en- et son surnom, c'est l'araignée. Et il le prend super bien en espagnol. D'ailleurs, petite question, on a parlé de la Panenka. Est-ce que vous connaissez la nationalité de Antonin Panenka? Il est Tchécoslovaque. Ouais, tchèque. Il est En vrai, tchèque, côté surtout- tchèque. Il est tchèque plus que tchécoslovaque. Ouais. Il est tchécoslovaque. Alors, Première fois qu'il fait la Panenka, c'est en finale de l'Euro 1976. ouais. Ah, tu nous impressionnes, mais tu nous rappelles le point, je crois. Ouais. Ouais, je le donne à Raphaël. C'est Martin, juge arbitre de ce soir. On peut. Parce que moi, j'ai vu tchécoslovaque et tchèque. Ah, oui, mais c'est le premier qui a dit. Voilà, c'est Oui, Raphaël c'est qui vrai, emporte. Et Ouais, voilà, c'est- le quiz est fini et on a un Alexis vainqueur avec 7 points. Oh, j'aurais aimé 7 que points. Raph il prenne. Adrien qui en a 5 et Raphaël 4. Aïe, aïe. Raphaël qui ne conserve pas son titre, malheureusement. Ah, j'ai été diesel. Hein. Au début, j'ai regardé faire et je suis pas habitué moi à jouer au quiz. Donc j'ai du mal. Bravo Alexis, bravo. Merci. Le grand chelem ce soir pour Raphaël qui a fait le tour des chroniques du Campus Sport Club. On le reverra plus jamais. Et C'est bon, Alexis bref. qui aide les quiz. Merci. Merci Martin pour ces petites questions là. Merci à vous. C'est toujours, Bien toujours un sympathique. plaisir. Très très sympathique. Merci Alexis, merci Raphaël également. Moi, Alexis maintenant qu'il m'a battu. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Campus Sport Club. J'annonce tout de suite la couleur. Ça sera une émission dédiée aux deux roues, au cyclisme. On va évidemment parler de Pogacar, Vingegaard, Gaudu ou encore Julien Lafilippe. Moi je vous dis bonne nuit. On se quitte avec les musiques de la nuit. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.